Togo Info, le Togo à votre portée. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, messieurs, bonjour et merci d'être à l'écoute de la radio Lumière. Le générique ne trompe pas. Vous êtes bien sûr dans Grand Éclairage. Josaphat Agbeti est à la technique. Nicolas Bossou, c'est mon nom, une fois encore. Bonjour. Et dans ce nouveau numéro de Grand Éclairage, je reçois pour vous Monsieur Souter Kaouis Dovi. Il est l'un de ceux qui ont déjà annoncé leur intention de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle de 2020 au Togo. C'est justement à ce titre que je le reçois ici dans ce studio. Il est vêtu de blanc, je peux vous l'assurer. Mais dans Grand Éclairage, nous avons pour principe de laisser la parole à notre invité se présenter aux auditeurs. Et c'est la raison pour laquelle, Monsieur Dovi, je vais vous demander, qui êtes-vous? Bonjour, et merci de m'avoir invité. Oui. Alors, je suis, comme vous venez de le dire, Souter Kaouis Dovi. Je suis un Togolais enfanté sur notre sol, sur la terre de nos aïeux, originaire d'Anerol, ici, mes parents sont d'ici. Bien que nos cérémonies coutumières se font à Essay-Gaudien, on est partagé. Et ma mère, elle est d'origine de Tchévier, donc je suis vraiment du sud. Et je suis quelqu'un qui a fait une partie de ma scolarité d'abord au Togo. Et avant de partir à l'extérieur, j'ai passé beaucoup de temps à l'extérieur. Et c'est depuis là-bas que j'observais mon pays et je me disais qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. Et c'est en cela qu'il y a 3 ans, j'ai mis en place un mouvement citoyen qu'on a érigé dans les 5 régions du Togo. Et ce mouvement a pour nom? Ensemble le Togo. Ouais. Un mouvement qui a parlé de lui il y a quelques temps dans ce pays. Je dirais malheureusement oui. Alors, quelles sont les localités de votre pays, le Togo, que vous aimez visiter le plus à vos temps perdus, par exemple? La région que j'adore, c'est la région des plateaux. Oui. C'est une région formidable. Et je trouve que l'écotourisme n'est pas assez développé. Or, c'est une région qui doit être d'abord le grenier de l'agriculture togolaise. Et en plus de cela, vu les montagnes, la splendeur de ce paysage, c'est vraiment un endroit que j'adore. J'y étais encore cette semaine, on y a été lundi là-bas. À la cascade, par exemple? Exactement, ouais. Avec des photos à l'appui, donc c'est vraiment extraordinaire. Et quel est le plat togolais que vous aimez consommer le plus? J'adore. Vous n'allez pas croire. J'adore essentiellement les haricots. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Le veillis, oui. J'adore. Si vous allez aujourd'hui dans mon congélateur, j'en ai fait préparer et c'est rempli, mon congélateur rempli de veillis. Il y a un homme politique aussi togolais influent qui aime trop aussi le veillis. Je ne vais pas seulement donner son nom, mais pour rentrer dans le vif du sujet, je viens de l'annoncer aux auditeurs que vous faites partie de ceux-là qui ont annoncé leur intention de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle au Togo. L'élection présidentielle, c'est dans quelques mois, entre février et mars, selon ce que la Cour constitutionnelle a annoncé. Mais dites-moi, M. Dovi, pourquoi vous voulez être le remplaçant de Faure Gnassingbé à la tête du Togo? C'est une très bonne question. C'est un rêve d'enfance, depuis mon enfance. C'est bizarre, je ne pensais pas que c'est lui que je remplacerais. Je pensais remplacer son père. J'avais dit, j'étais au CM2 à l'école Béga, CM2. Et je disais déjà qu'un jour, je remplacerai le feu Gnassingbé Adema. C'est-à-dire que, non, soyez sérieux. Ce n'est pas le fruit du hasard quand on vous voit aujourd'hui dire que je veux être candidat pour être président de la République. Absolument pas. La politique, pour moi, c'est une vocation. C'est une vocation. Et je disais, quand j'étais encore le président de Ensemble Togo, je disais qu'il y a 2 Souter Kaouis Dovi. Il y a le Souter qui était porté, ancré dans le mouvement citoyen, parce que j'avais à cœur d'aider la ruralité. C'est pour ça que j'étais sur le terrain pendant 3 ans, financé par mes propres deniers. Et en moi, il y avait cette résonance politique. Et je me disais, à un moment donné, pour aller plus loin, puisque je suis un humaniste, profondément. Moi, c'est l'homme. Il faut investir dans l'humain. Il faut donner à l'humain la possibilité de se développer. C'est en se développant individuellement qu'on peut avoir un développement collectif. Donc,
plus qu'une ambition, c'est une vocation pour moi, la politique. La politique, la science politique, c'est une vocation, comme je le disais, mais comme elle a pour but essentiel, objectif essentiel, de faire du bien. Quand on fait la politique, qu'on gère la chose générale, l'intérêt général, c'est pour faire du bien. Pas le bien dans le sens de donner de l'argent, mais le bien de faire en sorte que les gens aient le bonheur national brut. Ce bonheur national brut qui passe par 3 éléments qui me sont essentiels, c'est-à-dire une qualité de vie professionnelle, une qualité de vie familiale et la santé. Si on n'a pas la santé, les 3 repas dont on parle, qui sont vraiment ma vision principale, on ne peut pas, même si on vous donne tout un plat, vous n'allez pas pouvoir, même le veille dont je parlais, vous n'allez pas pouvoir le manger. Si vous n'avez pas une vraie qualité de vie professionnelle, vous ne pouvez pas vous octroyer les 3 repas, y compris une qualité de vie familiale. Vous voyez pourquoi, pour moi, c'est une vocation. Je ne suis pas tombé comme ça, là, non. Ça fait des années que je suis acteur, que je suis engagé. J'ai été engagé. Beaucoup plus dans la société civile, vous avez dit? Absolument. Et dans le milieu politique, on ne vous connaît pas trop, mais pensez-vous que dans le contexte actuel de la politique togolaise, vous avez des arguments solides qui militent en la faveur de votre réussite dans cette aventure? Oui, si je vous disais le contraire, ce n'est pas la peine que je sois candidat. C'est parce que je suis conscient que j'ai une réelle chance au travers de mon projet de société. Un projet de société qui vous permet d'avoir 3 repas par jour. Cela ne veut pas dire que l'État va devenir un distributeur automatique de repas ni de billets de banque. Mais l'État va mettre en place tous les moyens nécessaires pour que les gens aient un travail. C'est au travail de l'emploi. Derrière ce projet de société qui va faire changer les choses en 2020, se cache quoi? Tous les principes de la vie. C'est-à-dire que c'est la relance de la croissance économique par le pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat qui vous permet de consommer. Et la consommation passe par quoi? Passe par un travail. Il faut avoir un travail. Et si on a un travail, eh on peut consommer. Donc, si vous réfléchissez un peu, que vous vous asseyez, que vous voyez mes 3 repas par jour aujourd'hui, nos soeurs et frères n'arrivent pas à avoir 3 repas par jour. On va revenir tout à l'heure en ce qui concerne votre projet de société pour les Togolais, ce que vous allez proposer de particulier à ces Togolais-là. Mais ce que je voudrais savoir, quelles sont vos relations avec les acteurs politiques déjà sur le terrain, à commencer par l'opposition? Je suis un homme, vous voyez, convivial. Je suis avec tous les acteurs. Je travaille et participe à toutes les tables rondes initiées par Monseigneur Kodjo, dans le but d'obtenir des scrutins transparents. Vous parlez de cette année 2020 ou bien de 2019 de cette année 2019 ou bien depuis qu'il a commencé depuis déjà 2018? Ce n'est pas parce que je brille par mon silence et ma discrétion que je ne suis pas avec tous les acteurs. Je rencontre tous les acteurs, tous autant qu'ils sont, ils me connaissent, on travaille ensemble pour avoir, parce que ce que nous avons en commun avec tous les candidats déclarés, y compris ceux qui ne sont pas encore déclarés, c'est que nous ayons une transparence. Donc sur ça, nous y avons travaillé et j'ai participé à toutes les séances de travail avec ces personnes-là, avec ces acteurs de la vie politique. Donc aujourd'hui, à leur niveau, je ne suis pas un inconnu. Je suis connu, c'est parce que j'ai choisi... Vous jouez la carte de la discrétion. Toujours. Et si vous avez travaillé en groupe avec tous ceux-là, pourquoi décider forcément d'être candidat? Vous savez très bien qu'on peut ne pas être président de la République, mais contribuer au développement de son pays. Tout à fait. C'est pas, le fauteuil présidentiel n'est pas donné à n'importe qui. Vous voyez, il y a quoi 8 milliards d'individus sur Terre. Il y a 197 États. Donc ça veut dire qu'on a 197 chefs d'État. En Afrique, on a 54 pays. Donc 54 chefs d'État. Au Togo, 7 millions. Donc un chef d'État. Donc c'est pas donné à tout le monde. Donc je vous avais dit tout à l'heure que c'est une vocation. J'ai travaillé dans le sens de candidat unique. J'allais pas les acteurs pour ça. Nous avons travaillé. Ça n'a pas marché, vraiment, tel que je le Vous avez été déçu? Non. Pourquoi être déçu? Chacun a sa position. Chacun considère qu'il avait une chance réelle pour 2020. Donc c'est fort honorable. Il faut accepter que les gens aient des points de vue différents, des diversions, des visions différentes, et que chacun puisse se dire c'est mon tour. Donc je ne peux pas empêcher
les gens d'avoir des ambitions. Donc, moi, nous avons formé une coalition. C'est la coalition qui s'appelle les Rassembleurs, les n'est-ce pas? rassembleurs, les rassembleurs. Donc, ce sont des hommes et des femmes, et avec des partis politiques et des associations qui portent ce mouvement. Nous avons à cœur de rassembler tout le monde. Ça veut dire qu'il y a des partis politiques qui se reconnaissent pourtant en vous. Vous pouvez me les citer? Je sais que vous jouez beaucoup la discrétion. Là. Oui, parce que vous êtes déjà candidat annoncé, hein? On n'a plus rien à cacher au sûr, volet. tout à fait. Celui qui était avec moi le jour de l'annonce, c'est un président de parti pardon, qui s'appelle M. Bidi. Et son parti, c'est FDL. Nous avons le parti La Nouvelle Dynamique. Donc, il y a d'autres partis. Bon, en plus de la société civile, vous avez dit. Bien sûr, et la diaspora. En dehors de l'opposition, quel rapport vous entretenez avec peut-être ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir? Par exemple, certains d'entre eux. Parce que vous avez fait longtemps la diaspora. Et il y en a aujourd'hui qui ont fait la diaspora, qui se retrouvent aujourd'hui du côté du pouvoir. C'est un choix. Étant acteur politique engagé dans l'opposition, nous ne sommes pas des amis, des ennemis. Ouais. Nous sommes des adversaires avec des idéologies différentes, mais nous ne sommes pas des ennemis. Donc, je viens d'adresser un courrier au chef de l'État pour qu'il me reçoive, pour qu'on parle du Togo, pour qu'on parle de l'avenir du Togo. Le courrier date de quand, là? Ça a été déposé, je pense, cette semaine. Voilà, donc puisque j'ai fait ma déclaration que mardi, donc je ne peux pas mettre les charrues avant les bœufs. Donc j'ai fait la déclaration, j'ai fait le dépôt de courrier cette semaine pour qu'on puisse parler du Togo, de l'économie, de l'avenir du pays, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais est-ce qu'il ne paraît pas, M. Dovi, paradoxal d'adresser un courrier à un chef d'État que vous prétendez, que vous souhaitez remplacer, lui adresser un courrier pour aller discuter du sujet qui vous divise? Je pense que vous n'êtes pas à savoir que son agenda, ses obligations font qu'il ne peut pas me recevoir. Je suis un individu pour l'instant, je ne suis qu'un candidat. Qui suis-je moi pour dire allez, je prends mon téléphone, je l'appelle? Non, c'est un chef d'État qui a des obligations et qui ne peut pas recevoir. Il faut passer par la procédure la voie diplomatique. Ah, oui, pour pouvoir le rencontrer. On ne peut pas se lever comme ça quand même. Mais ce que je dis, oui. M. Devi, vous voulez remplacer le Faure Gnassingbé. Si vous êtes candidat aujourd'hui et que demain on vous déclare admis ou bien élu, ça veut dire que vous serez le remplaçant direct de Faure Gnassingbé. Oui. Mais maintenant, vous voulez remplacer quelqu'un, vous voulez adresser la lettre pour aller le rencontrer et discuter du Togo. Il faut demander une audience, cher ami. Non, je dis, est-ce que ce n'est pas paradoxe? Vous voulez quelque chose de son contraire? Comment est-ce que vous pouvez a priori aller discuter avec un adversaire sur ce qui vous divise? Non. Je pense qu'il y a un problème. Vous ne posez pas le problème de la bonne manière. C'est-à-dire que je suis de l'opposition. Demain, il peut me proposer de bosser avec lui, alors que je suis de l'opposition. Oui. N'est-ce pas? Donc, il est bienséant qu'on parle, qu'on discute. On n'est pas des ennemis. Vous partagez vos visions. Bien entendu. Maintenant, revenons à cette vision. Quelle est votre vision pour le Togo? Ma vision pour le Togo, demain, c'est de rebâtir une nation basée sur l'économie. Parce qu'une nation ne peut évoluer si l'économie est totalement morte. Aujourd'hui, notre économie souffre. Parce qu'on ne pose pas la bonne question et on ne pose pas les bonnes bases pour une relance économique. Nous sommes endettés et on creuse de jour en jour la dette. On finance la dette par d'autres dettes. Et ceci, c'est un cercle infernal. On ne peut pas s'en sortir. Honnêtement, si le Togo est à vendre aujourd'hui, le prix de la vente servirait à rembourser nos crédits. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'en sortir comme ça. Donc ma vision réelle pour le pays, c'est rebâtir ce pays avec nos ressources. La première ressource dont nous disposons, c'est les hommes et les femmes togolais. C'est eux d'abord. Parce que l'économie, je le disais, n'est pas faite par les animaux, mais par les hommes. Les femmes et les hommes. Et ce sont ces femmes-là sur lesquelles on doit investir pour qu'ils puissent développer le pays. On ne peut pas être un État central, faire tout d'une manière unilatérale, tout en oubliant le socle social, le socle démocratique, la refondation démocratique. Il y a tout un processus aujourd'hui qui ne va pas. Il y a la question principale de la bonne gouvernance dans ce pays. Donc c'est pour ça que ça doit changer. Et ma vision pour le Togo demain, c'est faire en sorte que dans le Conseil des Nations, le Togo retrouve sa lettre de noblesse avec les valeurs
simples qui sont basées sur le travail. C'est l'homme au cœur du travail et ce travail au cœur de l'économie. C'est ça qui fera de notre pays un pays vraiment qui retrouve le bon sens. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. J'ai fait une tournée dans ces régions avant de faire du pays. Avant de faire, puisque j'étais acteur citoyen. Donc j'ai rencontré toutes les Togolaises et tous les Togolais. Je vous dis, mais c'est une souffrance, il y a des souffrances, c'est pas possible. C'est pas possible. Dans ce pays aujourd'hui, on a l'impression que tout va bien, on a l'impression que tout se réside à Lomé. Non, même à Lomé, il y a des problèmes. Donc, ma vision, c'est de faire en sorte que nous ayons au moins un village, une école, un centre moderne. Ce sont les droits les plus fondamentaux des Togolais. Centre moderne, vous parlez de quoi? Centre moderne, centre de santé? De santé moderne. Centre de santé moderne. Ouais. Aujourd'hui, il n'est pas normal qu'on meure encore au Togo parce qu'on n'a pas l'argent pour se faire soigner. Mais c'est une réalité partagée dans tous les États africains. On meurt au Bénin, on meurt au Ghana parce qu'on n'a pas d'argent. Est-ce que Ghana, non. Le Ghana fait un effort en mutualisant. Le Ghana fait beaucoup d'efforts. Il faut voir ce qui se passe là-bas. Le Ghana n'est pas dans notre processus aujourd'hui. Nous préconisons que demain, la première action, les 100 premiers jours, c'est que chaque Togolais, quel qu'il soit, ait un numéro de sécurité sociale et que chaque Togolais puisse se faire soigner, quel que soit son niveau de revenu. D'ailleurs, nous allons investir dans le social, beaucoup dans le social, pour aider la dépendance, nos aînés qui sont laissés pour compte. On va vraiment investir dans le social pour les aider. Il y a un programme social qui est vraiment important dans notre programme. C'est pour ça que je parlais de la conquête du bonheur qui passe justement par la prise en compte de nos réalités. Il faut que chaque Togolais ait une carte de santé. C'est ce que nous appelons la carte de santé pour tous. Immédiatement. La première des choses à faire, c'est que chaque Togolais ait une carte de santé et que le personnel hospitalier soit formé. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus d'humanisme. Et moi, je ne peux pas être un personnel soignant sous prétexte que cette personne n'a pas les moyens, je laisse faire. Ce n'est pas possible. Et je comprends qu'il le faut parce qu'il n'y a pas les moyens. Parce que l'État n'investit pas dans le domaine médical. L'État ne fait pas ce qu'il faut. Vous voyez notre hôpital. Vous voyez dans quel état il est. Vous voyez, vous faites le tour dans tout le Togo. Vous voyez encore nos écoles. Il y a des écoles aujourd'hui dans les villages où les élèves sont assis à même le sol, sur les parpaings. Des écoles qui n'ont pas de toit. Les écoles qui sont construites avec la paille. Ce n'est pas possible aujourd'hui dans notre pays avec toutes les ressources que nous avons. Est-ce qu'on doit rester insensible? Est-ce qu'on doit se dire je me contente de peu que j'ai? Nous préconisons qu'il n'y aura pas un village où les écoles ne sont pas clôturées, où les enfants n'ont pas de cantine scolaire, où les enfants, aujourd'hui, si vous êtes à Lomé, vous pouvez envoyer votre enfant, vous êtes à Régianaoué, vous avez envoyé votre enfant à Kojua-Kopé. Non, on a la décentralisation. Chaque communal doit faire en sorte que les enfants, les parents qui habitent dans cette commune mettent leurs enfants dans cette école avec les cantines. Il est hors de question qu'un enfant qui habite dans une commune aille fréquenter dans une autre commune. Ce n'est pas possible. Donc, il y a tout un travail, toute une plateforme que nous allons mettre en place pour relancer le pays. Parce que c'est le plus important, c'est l'éducation. Or, l'éducation, aujourd'hui, elle est laissée pour compte, y compris la santé. Ces deux secteurs sont laissés pour compte. Pourquoi? Qu'avons-nous fait depuis plus de 50 ans? Monsieur Devy? Ah oui. Je rappelle aux auditeurs de Radio Lumière que nous sommes dans l'émission Grand Éclairage et je reçois pour vous Monsieur Souter Kawis Devy, l'un des candidats déclarés à la prochaine élection présidentielle au Togo. L'élection présidentielle, c'est dans quelques mois au Togo. Monsieur Devy, vous avez parlé de 3 repas par jour. Vous l'avez toujours dit, vous l'avez évoqué plusieurs fois en début de cette émission. Comment est-ce que ça va se faire concrètement? Vous estimez que les Togolais ne mangent pas bien? Vous le savez, ne faites pas le pitre, ne faites pas le... Vous savez, vous connaissez la réalité au Togo. Mais je vais vous dire comment ça va se faire. Ouais. Quand je suis venu ce matin, je ne vous ai pas apporté à manger. Mais ce que je vous apporte, avant de partir, je pense que ça vous aidera demain à vous procurer les 3 repas. Parce que je vais partir de la genèse. Dans l'ensemble Togo, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons mis en place 2 démarches. Une démarche empirique et une démarche systémique, ponctuée par 3 modèles économiques. Qu'est-ce que nous appelons démarche empirique? Nous nous sommes dit qu'un développement ne peut pas venir de l'extérieur. Le développement doit être endogène, doit être fait par nous.
le développement exogène qu'on nous a apporté depuis plus de 50 ans, si ça marchait, ça se saurait. Et ça n'a pas marché. Il faut prendre en compte nos réalités locales. Il faut prendre en compte nos ressources locales. Il faut prendre en compte les acteurs. Mettre tous ces acteurs ensemble pour créer l'économie locale, développer l'économie locale. C'est en cela que j'ai proposé cette démarche empirique qui est endogène, c'est-à-dire un travail fait par soi-même. C'est un travail fait par soi-même. Quand il est fait avec amour, je vous promets que c'est le résultat qui se charge de la communication. Parce qu'on le fait avec amour, parce qu'on sait que c'est pour soi-même. Donc, cela passe par un concept global. Et quand vous arrivez à la démarche systémique, cela déclenche les 3 modèles économiques, c'est-à-dire l'économie de la connaissance, l'économie bleue et l'économie circulaire. L'économie de la connaissance, c'est le père de tous les modèles économiques. Parce que si vous n'avez pas la connaissance, vous ne pouvez pas produire. Si vous ne produisez pas, vous ne pouvez pas transformer. Donc, la production passe par ce que nous appelons dans l'économie bleue, imiter la nature pour créer des emplois. Aujourd'hui, vous avez des choses simples qui vous génèrent des revenus. Mais on ne le sait pas, on ne l'enseigne pas, on n'informe pas. C'est pour ça que Idriss Aberkan disait l'économie de la connaissance, c'est la seule économie où, c'est le seul modèle économique où quand on partage un bien matériel, on le divise, alors que quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Si tout à l'heure je vous ai apporté à manger, à donner, ça va finir là. Là, c'est fini. Mais quand vous apportez la connaissance, vous pouvez encore enseigner à d'autres personnes et cette connaissance, vous allez la multiplier. C'est le cœur de ma démarche. C'est former les gens, enseigner, éduquer, apporter la connaissance. C'est avec la connaissance aujourd'hui, si vous observez les nouvelles technologies, tous les Android que nous utilisons, l'innovation technologique est basée sur la connaissance. Regardez la Corée du Sud, j'aime prendre cet exemple. Ce pays, dans les années 75, ils avaient un problème alimentaire. Même le Togo participait à donner à manger à ce pays. Mais aujourd'hui, si vous voyez la Corée du Sud, ils fabriquent des écrans, ils fabriquent des portables Samsung. Leur PIB est 20 fois supérieur à celui de la Russie, qui, elle, possède de l'or, du bois, du gaz, du diamant et toutes les richesses. La Corée du Nord n'a aucune de ces richesses. Elle a basé le développement économique de son pays sur l'économie de la connaissance. Et quand elle a commencé par à mettre en place des centres de formation en technologie, en automatisme, et ils ont mis même un parc à l'effigie de ce parc-là, à Einstein, pour vous dire que le degré de connaissance ou bien d'innovation qu'ils ont mis dans la connaissance. Et c'est ça qui a fait décoller ce pays. Dans tous les pays aujourd'hui, c'est la connaissance. Si vous prenez Facebook, c'est la connaissance. Si vous prenez Google, c'est la connaissance. Google n'a pas de pétrole, n'a pas de gisement, n'a pas de phosphate. Même nous, on ne va pas arriver, les Togolais ne vont pas arriver quand même à ce niveau-là. Ceux-là nous dépassent déjà. Ce n'est pas Facebook qu'on va faire aujourd'hui. Vous êtes en train de parler des 3 repas et j'ai demandé comment ça va se faire pour que ces 3 repas-là suffisent pour les Togolais. Laissez-moi venir. Monsieur, je vous expliquerai. Allez-y. Ce que vous venez de dire, c'est une incongruité. Excusez-moi. Non, pas d'écart de langage. Non, c'est pas une insulte. Que c'est l'incongruité. Ce que je dis, c'est que peut-être que vous ne m'avez pas bien compris. Les Togolais ne vont pas rivaliser aujourd'hui avec Facebook. Laissez-moi vous expliquer. Mais dans le contexte actuel que nous sommes, pour 2020, vous êtes candidat, vous avez dit le 3 repas pour les Togolais. Comment est-ce que ça va se faire aujourd'hui? Aujourd'hui, Zuckerberg, le patron de Facebook, mais il peut s'octroyer 3 repas parce qu'il a créé une innovation. C'est un travail. Oui. Je parle du travail qu'il a créé. Je parle du travail que cela crée. C'est pour ça que c'est en ce thème-là que je parlais d'incongruité. Je ne vous insultais pas. C'est-à-dire que quand vous avez aujourd'hui l'application, il y a quelqu'un qui a créé ici Gozem, c'est de la connaissance et ça fait gagner de l'argent. Si vous avez créé une application aujourd'hui qui met en relation, on appelle marketplace, pour vendre, mettre en relation tous les vendeurs, vous créez un modèle économique. C'est ça qui vous procurera les 3 repas par jour. 3 repas par jeudi. En fait, vous mettez la connaissance au service et vous mettez les Togolais au travail pour qu'ils puissent avoir de quoi nourrir. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut mettre l'homme au cœur du travail et le travail au cœur de l'économie. Donc, il faut que les valeurs que je défends, c'est les valeurs du travail. Il faut qu'il y ait le travail. Donc, c'est pour ça que j'essaie de vous expliquer que
il faut diversifier l'économie. Jusqu'à aujourd'hui, on est resté sur les choses classiques qui n'ont généré qu'un musée de chômeurs. Donc, si on n'élargit pas le champ de la connaissance, si on n'apporte pas une diversification dans l'économie, on ne peut pas décoller. Il faut diversifier l'économie. Il faut aller chercher d'autres sources. Aujourd'hui, regardez, pourquoi on vient de vendre nos joyaux, nos deux joyaux, Togo Télécom et Togocel? On a privatisé à d'autres sociétés. C'est dire que l'économie de la connaissance, ce que nous utilisons, c'est de l'économie de la connaissance. Donc, quand on parle de modèle économique, c'est le modèle. Quel est votre modèle économique? Si vous avez une radio aujourd'hui, et si cela vous procure de l'argent, c'est un modèle économique. Un plan d'affaires. Un plan d'affaires. On parle de ça. Donc, j'insiste là-dessus. Donc, avant d'arriver à mon projet, j'ai commencé à vous expliquer qu'on doit permettre aux gens, aux jeunes, surtout miser sur les jeunes, d'avoir la connaissance. D'avoir la connaissance. Ouais. Et quand on a la connaissance, en observant la nature, on se dit qu'il y a des choses très simples qui génèrent. Aujourd'hui, les déchets d'une entreprise peuvent devenir les ressources d'une autre. On peut prendre les déchets de la nature et les transformer. Les déchets sont là. Je peux vous citer vraiment une centaine. Je prends un exemple de ce que produit la brasserie du Bénin. Après, ça va brasser la bière. Qu'est-ce qu'il retient? Le déchet, ça s'appelle la drèche. Cette drèche sert à produire, c'est un déchet qu'on jette, qu'une société récupère aujourd'hui. On peut produire de la spiruline, qui est un complément alimentaire excellent. On peut faire du pain avec ce déchet. Le déchet issu de la production de la bière, on peut le transformer en pain que vous pouvez manger. On peut le transformer en cracotte, des amuse-gueules. Ça, c'est un déchet. Donc, si on n'a pas la connaissance de se dire que nous pouvons aller chercher ce déchet et le transformer en ressources, on va rester là à être sur les émissions. Si on ne sait pas qu'avec la paille, par exemple, vous allez chercher la paille, le chenard ou l'épluchure du manioc, et que vous pouvez constituer un substrat pour produire les champignons, vous ne saurez pas que le champignon est un excellent modèle économique. Aujourd'hui, ceux qui produisent le champignon, mais tapez sur Google, vous allez voir, c'est des milliards de chiffres d'affaires. Or, c'est issu d'un déchet. Donc, mon projet part des choses simples qu'on peut faire. Il y a aujourd'hui d'autres secteurs qui permettent de créer l'emploi. On va en arriver. L'agriculture, l'industrie, tout ça. Et le crédit productif que je propose. Mais je pars d'abord des choses les plus élémentaires qui peuvent générer des revenus. De quoi nous disposons et comment nous pouvons les exploiter pour profiter de notre vie. C'est ce que vous dites. Mais maintenant, après l'annonce de votre candidature, M. Devy, est-ce que vous avez remarqué un changement autour de votre personne? Nous sommes au Togo. Vous avez dit, je veux être candidat à l'élection présidentielle de 2020. Est-ce qu'il y a un changement dans votre vie, un changement dans vos relations? Moi-même, dans ma tête, intrinsèquement, rien ne change pour moi. Moi, je reste moi-même. Je ne me prends pas la tête. Je suis un homme seul. Non, je veux savoir. Non, je sais, non, j'allais en revenir. Oui, autour de moi. Oui. Bien évidemment, vous êtes candidat, les regards qui sont portés sur vous sont différents. Et les gens, ceux qui vont vous traiter de farfelu, vous traitent de farfelu. Ceux qui vous traitent de plaisantin, vous traitent de plaisantin. Ceux qui vous traitent de suiveur ou d'accompagnateur, vous traitent d'accompagnateur. Ceux qui ont la quintessence et qui peuvent se dire, ah, attention, celui-là, il propose des choses intéressantes, il faut s'intéresser à lui. Ils sont là, ils sont discrets. Il y a les gens, il y a tout. Vous savez, le Togolais brille par sa méfiance. Oui. Et surtout, beaucoup de jeunes sont dans le dénigrement permanent. J'ai l'impression que, je le disais sur une radio la dernière fois, nous sommes dans le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que c'est le prisonnier qui arrive à admirer son geôlier. Aujourd'hui, il n'y a rien qui va dans le pays, mais les gens, quand une belle tête arrive, eh bien, il fait l'objet d'insultes, de dénigrement. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on en est arrivé là. Je ne sais pas ce qui se passe. Les gens ne se disent pas, attention, ce qu'ils proposent, ça peut être une alternative. Comment fait-on pour l'aider? Et si le changement venait avec lui, grâce à lui? Et si on travaille avec lui? Et si on l'aide à obtenir le changement? Puisque ce que je propose, c'est du bon sens. Comment faire pour manger faire 3 repas par jour? C'est pas l'entrepreneur, c'est pas le pouvoir d'achat. Si vous n'avez pas l'argent dans la poche, vous ne pouvez pas consommer. Et si vous ne consommez pas, vous ne créez pas de richesse, oui, et vous ne créez pas de valeur ajoutée. Donc,
le concept de 3 repas par jour, c'est la relance de l'économie par le pouvoir d'achat. Et c'est ce que je défends. Donc, autour de moi, il y a bien des choses, il y a de la bienveillance, il y a ceux qui sont méfiants, il y a ceux qui disent, je regarde tout, je trace. Moi, je vais jusqu'au bout. Quand je trace un chemin, il n'y a personne qui peut me détourner. Alors, entre l'annonce de la candidature et l'organisation des élections jusqu'au la proclamation des résultats, il y a du chemin à faire, mais on sait très bien aussi qu'à chaque échéance électorale au Togo, l'opposition, bien entendu, a pour coutume de réclamer les conditions de transparence du scrutin. Quelles sont vos préoccupations s'agissant de ces conditions-là d'organisation de la prochaine élection au Togo? C'est une question essentielle et c'est ça qui a fait toujours l'objet à chaque fois dans ce pays. On crie, corps et âme, mais on n'obtient jamais ça. Oui. Et aujourd'hui, j'ai participé à toutes ces séances de travail et nous avons fini par mettre en place 2 commissions. D'accord? Une commission de coordination, de dialogue avec le pouvoir en place, afin d'obtenir les conditions optimales de transparence. Vous avez mis une commission en place au niveau de l'opposition? Avec toutes les forces démocratiques. Okay. Avec toutes les forces démocratiques. C'est-à-dire tous les partis politiques, toute l'organisation de la société civile, les femmes du marché et tout le monde. Nous avons mis en place cette plateforme qui est soldée par 2 commissions. Une commission de crise, au cas où il y aurait un problème, on ne sait jamais. Mais avant ça, ce que nous avons mis en tête, c'est le dialogue. Il faut d'abord dialoguer avec eux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que j'ai envoyé un courrier pour qu'ils me reçoivent, pour qu'on me dialogue. Et du dialogue surgit la lumière. Il faut qu'on travaille sur ça. Si d'aventure on commence à réagir alors qu'on n'a même pas fait la démarche pour aller voir les autorités et voir comment nous pourrons discuter, on nous aurait accusé d'aventurier. Mais ce que j'ai constaté, dès que nous avons fait cette publication, le communiqué, automatiquement le lendemain, le gouvernement a fait une sortie en disant qu'il n'y aura pas, parce que notre première exigence, ce sont des exigences. La première exigence était liée au recensement. Ouais. Et d'entrée, ils ont répondu qu'il n'y aura pas de recensement et qu'eux, ils partent sur une révision qui se fera en 3 jours. Donc, je pense que le pouvoir n'aime pas, à la limite, on ne lui impose rien, on demande. Et ça, on n'a pas écho. Ils ne nous écoutent pas. Or, c'est nous qui sommes dirigés. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ouais. C'est le peuple, on n'est pas des moutons. C'est comme si on dirige le pays pour d'autres. On ne dirige pas le peuple pour le peuple. Pour le peuple. Voilà, c'est ça qui m'interpelle. Ouais. Je me dis, mais pourquoi on sollicite des dialogues et on a systématiquement un refus? Où est-ce qu'on va? On va dans le mur? Comment voulez-vous qu'on puisse gérer un peuple, une nation, si jamais on accepte le dialogue émanant de l'opposition? L'opposition ne demande rien d'autre que de pouvoir discuter, qu'on s'asseye autour d'une table et qu'on parle du pays et qu'on parle des conditions nécessaires pour une élection transparente afin qu'on ne rentre pas dans un cycle infernal de violence comme on connaît dans ce pays de 2005 et ainsi de suite. Ouais. Donc c'est ça. Donc ce travail-là est fait. Nous allons continuer à travailler, nous allons continuer à exiger, à demander à ce qu'ils nous écoutent. C'est tout ce que nous avons. Je ne peux pas vous proposer autre chose. 3 jours de révision de liste électorale, il n'y aura pas de recensement. Vous pensez que ça suffirait pour les Togolais? Ça ne suffit pas. Ça ne peut pas suffire étant donné que je me promène à rencontrer les maires pour leur demander qu'est-ce que le gouvernement a mis en place pour les bureaux de vote communaux. Rien. Ils me disent, ils rigolent. Ils sont même pas... tout est... On parle de révision de liste électorale, mais qu'est-ce qu'on va dire au niveau des ambassades qui vont abriter pour la première fois? Je sais que la question n'est pas destinée à vous, mais c'est une réflexion. Mais au niveau des ambassades qui vont abriter pour la première fois des commissions locales, oui, à l'extérieur, est-ce que c'est une révision ou c'est un recensement? Selon vous, qu'est-ce que vous avez vu comme écho? J'ai suivi, je suis obligé de savoir ce qui se passe. J'ai vu que c'est 6 ambassades, non, à peu près. Il y a France, États-Unis, Congo, Gabon, tout comme ça, voilà. Vous pensez qu'en 3 mois,
en 3 mois. On peut organiser. Déjà, on ne sait pas comment. Il faut d'abord savoir comment les Togolais sont à Paris, comment les Togolais sont aux États-Unis d'abord. Il faut d'abord faire ce travail, ce recensement. Quelle révision on va faire? On fait une révision pour ce qui a été fait. Il n'y a rien qui est fait, comment on va faire une révision? Non. Donc aujourd'hui, on veut répondre, parce que c'est une exigence, ça fait partie des manifestations, demander le retour du vote de la diaspora. Donc, pour satisfaire. Et parlant justement de ce vote de la diaspora, vous qui avez fait pendant longtemps l'étranger et vous êtes aujourd'hui candidat, est-ce qu'on peut considérer que c'est un atout pour vous? Est-ce qu'on demande aujourd'hui que les Togolais de la diaspora participent aux élections nationales? Ça peut être un excellent atout si les choses sont bien organisées. C'est-à-dire que déjà, il y a un frein. On nous demande à ce que on ait 6 mois d'existence dans le pays avant de pouvoir voter. Oui. Ça, déjà, c'est disposer de la carte d'identité nationale, du passeport et de la carte consulaire. Voilà, nous disons dans nos revendications qu'il suffit que le Togolais ait vraiment une carte de séjour du pays dans lequel il habite et une carte d'identité de passeport togolais pouvant justifiant que c'est un Togolais et ça suffit largement pour voter. C'est un Togolais, il peut se retrouver accidentellement. Les gens qui ont quitté le pays par des accidents de parcours de vie et qui n'ont pas forcément, ou alors qui n'ont pas pris leur carte. Comment faire? Si le Togolais a une carte d'identité ou un passeport, ça suffisait largement pour qu'il puisse voter. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Pourquoi avoir attendu 3 mois de l'élection pour engager cela? Un État, c'est un État. Est-ce qu'on ne peut pas à chaque fois anticiper les choses, faire les choses correctement? À la limite, moi j'aurais mieux apprécié qu'ils nous disent pour cette année, pour 2020, c'est trop tard. On n'aura pas le temps, on n'aura pas. Pour les élections prochaines, on va organiser les choses. Je préférerais entendre ça. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une opacité totale. Si les gens votent, il va y avoir massivement des bourrages d'urnes. On ne saura pas ce qui se passe réellement. Et d'autant plus que on ne sait même pas tous les Togolais, combien de Togolais il y a. La France est grande. La France, c'est un pays de combien de plus de 56 millions d'habitants et même monté à 67 millions parce que la population double tous les 20 ans. Et il y a des grandes villes. On ne parle que de Paris. Moi, j'étais à Bordeaux. Bordeaux n'en fait pas partie. Marseille n'en fait pas. Nous n'avons pas de consulat à Bordeaux, ni à Toulouse. Il faut aller à Lyon ou à Paris. J'avais fait un dossier pour être un consul honoraire à Toulouse. Ça n'a pas marché. À Bordeaux, j'ai fait à chaque fois, ça n'a pas marché parce que je sentais ce besoin-là. Donc, si on doit faire un passeport, il faut aller à Paris à chaque fois. Mais depuis que le Togo existe, on n'a pas pu anticiper cela, on n'a pas pu mettre les choses correctement, on n'a pas pu gérer les choses. Il y a vraiment des gros problèmes dans ce pays, je ne comprends pas. On a un État qui a... Je ne sais pas, je préfère ne pas... Alors, revenons, M. Dovi, sur votre candidature et sur la prochaine élection présidentielle de 2020 au Togo. Est-ce que vous avez des conditions aussi, ou bien vous allez participer à cette élection coûte que coûte, à n'importe quelle condition, au regard des conditions de transparence qui ont toujours été revendiquées par l'opposition? Il faut espérer que le bon sens revienne. Oui. Il faut espérer que, au travers de... Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous demandez qu'on entre en dialogue, en discussion autour des conditions de transparence, mais vous n'avez aucun écho. Et si la situation reste celle-là, jusqu'au jour où on convoque le corps électoral? J'ose espérer que ça va évoluer. Parce que nous n'entendons pas rester bras croisés. Nous n'allons pas rester sur le simple communiqué qui est fait. Nous allons continuer. Et j'ose espérer que les lignes bougent. Les lignes vont bouger, je crois. Je fais confiance à leur bon sens en action pour se rendre compte qu'on dirige un État, on ne dirige pas les moutons. Et donc, il faut quand même, à un moment donné, briser le miroir de l'ego, c'est-à-dire c'est nous avons tout le pouvoir, on fait ce qu'on veut. J'ai entendu... Est-ce que tout cela ne participe pas à cette peur que d'autres disent, la peur de perdre le pouvoir? Ils ont peur de perdre le pouvoir. Mais on ne peut pas au pouvoir ad vitam aeternam. Le pouvoir, c'est cyclique. Quand vous avez fait votre temps, 2 mandats, ça suffit largement. Si, au cours de ces 2 mandats, vous n'avez pas su répondre
à l'expression des besoins de la population. Mais payez le tablier, laissez d'autres venir faire. On a vu dans d'autres pays. Vous pensez que la chose est comprise de la sorte au Togo ici? J'aurais tellement aimé que ça soit ainsi. J'aurais tellement aimé que ça soit ainsi, mais malheureusement, nous avons affaire à des gens qui pensent autrement que nous autres. Et c'est une minorité. Et ce qui est affectant, affligeant, c'est que lui-même, il a eu le courage de dire cette phrase, que c'est une minorité qui pille. On parlait du président de la République. Absolument. Ouais. Et c'est cette minorité, justement, qui confisque le pouvoir, qui confisque toute revendication, qui confisque tout dialogue, qui refuse tout dialogue, qui refuse qu'on puisse s'asseoir autour d'une table. Mais en plus, notre éducation, notre valeur africaine veut que quand il y a un problème, on reste autour d'une table, sur la barre et on discute. Et là, on a refusé tout ceci. On refuse ça toujours. Pourquoi? Quelle peur? Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de quoi? J'arrive pas à comprendre. Donc, je lance l'appel ce matin à leur endroit de revenir à ce qu'est notre valeur fondamentale, c'est-à-dire la discussion. La concertation. La concertation. Il y a la concertation. Avant la discussion. Oui, il y a le... Mais apparemment, la simple concertation aussi, ça traîne les pas. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, oui. Allez comprendre pourquoi. Allez comprendre pourquoi. Si vous avez le don, la chasse infuse pour comprendre pourquoi ils sont dans cette dynamique, je ne comprends pas. Ouvrir le dialogue, un peu systématiquement, leur principe, c'est que attention, si on leur donne la possibilité d'avoir le dialogue, ils vont nous avoir. Mais pourquoi? Vous avoir, pourquoi? Mais c'est un pays qui est géré. Et quand on gère un pays, on ne gère pas la chose de la même manière que quand on gère un bien privé. C'est l'intérêt général, l'intérêt commun. Et c'est ce problème-là. Ou alors, se pose une question de légitimation. Je ne sais pas, je pose la question. Est-ce que c'est parce qu'on ne se sent pas légitime qu'on est d'entrée, on développe cette agressivité ou ce renfermement sur soi? J'arrive pas à comprendre. Donc, on tire, M. Deville, vers la fin de cette émission, mais je vais vous poser cette question. À la veille de chaque élection au Togo, on voit souvent des délégations de la communauté internationale, notamment l'ONU et la CEDEAO, qui arrivent pour tacter le pouls des acteurs politiques. Et quel commentaire avez-vous à faire de la manière dont, généralement, quand il s'agit d'élections, cette communauté internationale gère les affaires au Togo? Moi, à chaque fois, je suis affecté parce que je note une hypocrisie à chaque fois. En 2005, c'est la CEDEAO qui a validé les élections. En 2010, rebelote. 2015, on prend les mêmes mots, on recommence. Il y a eu des crises tout récemment. C'est la CEDEAO aussi qui a géré, on a vu comment ça s'est soldé. Et quel crédit accordé à cette communauté internationale. Et toute la diplomatie est installée au Togo. Mais ils voient ce qui se passe. Mais peut-on être président dans un pays africain au regard de ce que nous avons l'habitude de vivre sans compter avec cette communauté internationale? Puisque vous êtes candidat avant tout. Mais, bien sûr. Même si il y a un qui a dit que les pays n'ont pas d'amis, n'ont que d'intérêts. Donc, au nom de ces intérêts, on est obligé de coopérer et avec tous les États, c'est obligatoire. Même si, vous savez, il y a une chose, même en période de guerre, sur le plan économique, les États continuent à travailler ensemble. Donc, même s'il y a des crises, qu'il y a des problèmes, on doit continuer à travailler avec eux parce que ce sont des interlocuteurs privilégiés avec qui on doit collaborer et travailler d'une manière collaborative afin que le pays puisse avancer. Mais on tire vers la fin. Oui. Mais vous avez quelque chose de particulier à ajouter? Nous n'avons pas parlé d'un des aspects de mon projet. Vous allez ajouter très rapidement parce qu'il reste seulement quelques minutes. Quelques minutes, oui. Ça suffit. Allez-y, oui. Parce que puisque c'est la première fois même que vous aurez l'occasion de venir ici, la porte est grande. Et développer. C'est pour ça que oui, parce qu'on ne peut pas commencer aujourd'hui à tout développer pour les Togolais. Ça, on est venu vous présenter aux auditeurs qui il est pour annoncer sa candidature. Ça, c'est ce que Radio Lumière a fait aujourd'hui. Mais je vous laisse le soin d'apporter cette précision-là qui vous tient beaucoup à cœur. Ok, merci. J'allais dire que notre projet 3 repas s'articule autour de 4 axes principaux. La connaissance. La connaissance, oui, mais plutôt le crédit productif. Je n'ai pas parlé, ça me tient à cœur. Je suis le seul à avoir ce projet ici. À quoi consiste ce crédit productif? Je le dis en 2 lignes.
c'est investir dans l'infrastructure physique et investir dans l'agriculture, l'industrie et l'économie. C'est-à-dire que nous partons du principe que nous devons créer une première banque nationale au Togo. Nous n'avons pas de banque nationale. D'ailleurs, nous n'avons plus de banque. Nos dernières banques ont été privatisées. Voilà. Donc, ce qui fait que mon projet tombe à pic. Et je n'ai pas demandé à ce qu'ils privatisent. Moi, j'ai fait mon projet en proposant pour la première fois une banque nationale. La banque nationale on parle de crédit productif. Le crédit, c'est une dette. Mais ce crédit permet de financer les projets des infrastructures, des autoroutes, des hôpitaux, des barrages hydroélectriques, ainsi de suite. Et c'est l'État qui est propriétaire de cette émission monétaire qui va ingérer dans les infrastructures physiques et qui va générer des emplois. Deuxième partie, l'État va, au travers de l'escompte, aux banques privées qui vont prêter. Si vous êtes un entrepreneur, vous avez besoin de 30 millions, 50 millions pour financer une machine afin de développer votre entreprise, l'État va cautionner la banque et permettra à la banque de vous financer afin de lancer votre productivité. C'est le gros projet que j'apporte, c'est au cœur de notre projet. Ça, il faut qu'on revienne dessus pour qu'on explique en long en large ce que c'est que la campagne électorale, beaucoup de temps, on va discuter ici avec... Et le deuxième, qui est le ministère du Plan, pour l'aménagement du territoire. Le troisième, qui est l'économie bleue. Et le quatrième, qui est la conquête du bonheur. Donc, ces 4 points sont essentiels. Le crédit positif, le ministère du Plan, l'économie bleue et la conquête du bonheur. Voilà nos 4 axes sur lesquels nous pouvons considérer que c'est des chapitres que nous avons énumérés. On reviendra ici beaucoup plus en détail pour aller en paragraphe et en phrase pour tous ces aspects-là. Mesdames et messieurs, c'était Grand Éclairage. Et je rappelle que j'ai reçu pour vous M. Souter Kaus Dovi. Il est l'un des candidats annoncés pour l'élection présidentielle de 2020 au Togo. Il fait partie d'une coalition qui s'appelle les Rassembleurs. Josaphat Albeti était à la technique. Moi, je m'appelle Nicolas Bossou. Je vous ai reçu l'invité. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Et je rappelle encore une fois que Grand Éclairage, c'est tous les samedis de 8h à 9h. Rediffusion dimanche à 21h. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Merci et à très bientôt.